Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir sur ce webinaire consacré à un sujet d'actualité assez brûlante que sont les PFAS. La présentation sur cette plateforme GoToWebinar est bien connue de tout le monde maintenant. On va vous demander de bien vouloir rester en mode mute pour qu'on puisse faciliter la qualité de la diffusion. Il y aura une séance de questions qui sera organisée à la fin des 3 présentations. Basé sur les questions que vous voudrez bien nous transmettre via le chat. Donc, n'hésitez pas à transmettre vos questions au fil de l'eau, présentation après présentation. Je me permettrai, en tant qu'animateur de cette session de webinaire, de vous sélectionner un certain nombre de questions. Si certaines questions ne peuvent pas être traitées au cours du webinaire, nous ferons en sorte de répondre à vos questions par écrit de façon différée. Donc, le sujet du jour sera traité par nos intervenants. Pour commencer, Joséphine Reynaud, qui est responsable management des produits chez France Chimie et comme elle me l'a confié lors de nos premiers contacts, a eu l'occasion à de multiples reprises ces derniers mois de traiter du sujet PFAS et de ses enjeux dans le monde de l'industrie. On a également le docteur Jean-Louis Sévèque qui va intervenir. Je vous prierai d'excuser Jean-Louis qui ne peut pas être présent physiquement aujourd'hui, comme il vous l'expliquera, parce qu'il est en voyage à l'international et les connexions américaines sont pas toujours faciles dans ce pays, vous imaginez où. Donc Jean-Louis, avec ses compétences en géochimie, est aujourd'hui un expert reconnu auprès de nombreuses juridictions et expert dans des groupes de travail et éclairera le sujet sous l'angle environnemental. Et enfin, Louis Rodriguez, qui est expert chimie dans les équipes de Mérieux NutriSciences, fera un focus tout particulier sur la partie agroalimentaire et les applications sur l'agroalimentaire. Donc, je suis Christophe Dufour, j'ai été directeur scientifique de la Maison Mérieux pendant nombreuses années et j'ai le plaisir d'accompagner les équipes sur un certain nombre de projets, dont ces webinaires. Donc, comme explicité, 3 parties, PFAS et industrie chimique présentée par Joséphine, enjeux de réglementation, enjeux industriels, ensuite les enjeux sanitaires et environnementaux par Jean-Louis Sévèque, et enfin l'approche sur les filières alimentaires qui sera présentée par Louis. Je vous remercie, je vous reprécise l'importance de poser vos questions au fil de l'eau dans le chat et qui permettra d'avoir les questions combinées en fin de présentation. Joséphine, je vous passe la main. Bonjour à tous. Alors, oui, je suis toujours en... Donc bonjour, donc Joséphine Reynaud de France Chimie. Je m'occupe maintenant du sujet PFAS depuis un bon bout de temps. Comme disait Christophe, j'en suis maintenant, je crois, à ma 30e présentation sur les PFAS avec différents secteurs, différentes structures, etc. Donc mon objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter de façon succincte, on va dire, parce que j'ai 15 minutes. Ah, je peux pas. Ah oui, si, voilà. Donc, les réglementations et puis surtout les enjeux pour les entreprises. Alors, bon, ça, c'est, je vais vous parler surtout du point de vue de l'industrie chimique. Alors, que sont les PFAS? Alors, les PFAS, ce sont ce qu'on appelle des alkylés perfluorés et polyfluorés. Donc, c'est un certain nombre de carbone et de fluor. Bon, le reste est pas très important. Ce que vous voyez en bas, c'est juste des exemples. Donc, le PFOS et le PFOA sont sûrement les PFAS les plus connus et interdits. Donc, quand vous avez des molécules pareilles, en général, ce sont ce qu'on appelle des monomères. Et puis là, vous avez des polymères. Donc, c'est juste la reproduction de chacun de vos monomères qui à la fin, donne l'équivalent d'un polymère.
Alors, ce qui est très important à savoir, c'est que quand vous avez des substances donc, telles que les PFAS qui sont à longue chaîne, ce sont sûrement les PFAS les moins à risque. Hein. Quand on parle de risque, on parle de danger plus exposition. Et donc, quand on a des longues chaînes comme ça, c'est les PFAS, on va dire, les moins à risque. Dès que vous avez une dégradation, on revient vers des structures beaucoup plus courtes et donc peut-être aussi des monomères. Et c'est là où le risque est plus important puisqu'il peut se transmettre plus rapidement vers l'humain, vers l'environnement, etc. Alors, les particularités des PFAS, c'est que, comme vous voyez en bas, c'est qu'il y a une liaison extrêmement forte entre le carbone et les fluors. Et donc, l'industrie et beaucoup d'autres secteurs les utilisent parce qu'ils ont des propriétés très particulières. Donc là, la résistance à la température, à l'eau, aux huiles, résistance à la dégradation, etc. Et à cause de ça, donc vous avez vraiment des résistances. C'est pour ça qu'on appelle ça les produits chimiques éternels, donc forever chemicals, parce que c'est, comme je vous disais, extrêmement persistant dans l'environnement. Alors, où sont les PFAS? Ben, ils sont partout, hein, absolument partout. Là, vous avez quelques exemples de secteurs. Voilà, c'était juste pour vous illustrer dans toute la chaîne de valeur, pour les fabricants, etc. Alors, moi, je vais faire un focus vraiment sur les sites industriels et notamment, justement, sur un site chimique, mais ce sont à peu près, c'est la même chose à peu près dans tous les sites de fabrication. Donc là, vous avez les différentes catégories d'équipements. Et ce qui est important ici à voir, c'est la partie en fait du bas, c'est que sur les sites industriels, on parle surtout de fluoropolymères. Hein, donc vous avez le PTFE, le PVDF, vous avez tout cela. Et en grande majorité, les équipements, donc pour nous et comme pour ce que je disais, tous les sites industriels, ce sont des fluoropolymères. Vous avez également, bien sûr, les gaz réfrigérants. Donc ça, c'est très important à souligner, c'est que, comme je disais, site industriel, fluoropolymère. Donc, ils ont plusieurs propriétés que l'on recherche, donc les propriétés chimiques, thermiques et mécaniques. Donc, au niveau chimique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, une haute résistance à la corrosion, l'inertie chimique, résistance à la perméation. Les propriétés thermiques, c'est surtout qu'ils ont une plage de température très importante. On passe de moins 240 à 260. Et puis également les propriétés mécaniques, donc une très haute résistance à la pression, à la traction, et puis un faible coefficient de frottement. Donc c'est ce qui fait des fluoropolymères vraiment des PFAS les plus intéressants et les plus importants sur les sites industriels, tout en sachant que le risque, donc l'exposition à ces fluoropolymères est vraiment maîtrisé. Alors, les défis identifiés, c'est ce que je vous disais il y a 2 secondes, c'est qu'à ce jour, on n'a pas d'alternative qui ait les mêmes performances que les fluoropolymères. Comme nous sommes plutôt clients donc de fabricants de fluoropolymères et surtout d'équipements, ce qui est clair, c'est qu'au niveau de l'approvisionnement, il y a une maturité qui est tout à fait insuffisante parce que même s'il y a des potentiels d'alternatives, on a peu ou pas de capacité en fait de monter ça à grande échelle. Comme vous pouvez vous imaginer, s'il y a une obligation de substituer les fluoropolymères, vous avez un impact très important sur les coûts indirects. Donc ça, c'est bien sûr la maintenance. Et puis après, sur l'utilisation, là, on parle de panne, d'activités de maintenance plus fréquentes. Et surtout, vous avez des dépenses d'investissement qui seront extrêmement élevées parce que si vous devez transformer déjà vos usines
vous avez l'obligation d'un arrêt, vous avez bien sûr le coût pour tout transformer. Et si on a de telles contraintes, est-ce que les grandes, on va dire en tout cas pour nous, les grandes entreprises viendront en Europe? Rien n'est absolument moins sûr que ça, au vu des énormes obligations qu'il y aura. Alors, ce qui est important à savoir, en tout cas dans notre cas et dans tous les cas des usines, c'est pour nous, il y a 3 grandes pistes d'amélioration. La première, et qui est fondamentale, c'est vraiment d'identifier dans tous vos équipements où vous avez des PFAS. Ça, c'est vraiment clé, hein. Donc, c'est contacter vos fournisseurs et voir si eux déjà ont identifié les PFAS et quels sont les PFAS qu'ils ont. La partie pour moi la plus importante, c'est vraiment un contrôle rigoureux de la dégradation et de la gestion de fin de vie des PFAS. Donc, vous avez identifié vos PFAS, vous savez dans quels équipements ils sont. L'objectif, c'est de séparer, donc ayant identifié ces équipements, c'est vraiment de séparer donc, ces équipements qui seront considérés comme des déchets dangereux, donc de les mettre de côté, et puis après, bien sûr, ou de les incinérer ou d'en disposer de façon spécifique parce que déchets dangereux. Après, c'est également important donc de collaborer bien sûr avec les fournisseurs pour essayer de voir s'il y a des substitutions, des alternatives, et puis après voir comment mettre en œuvre justement ces alternatives sur les sites industriels. Alors, maintenant sur la partie comment sont-elles réglementées? Donc, je vais vous parler très rapidement, international, Europe et France. Donc, au niveau international, il y a plusieurs interdictions qui sont déjà en place. Donc, il y a au niveau international les PFOS, les PFOA et les PFHXS. Donc, vous voyez les dates ici. Et puis, au niveau européen, vous avez donc des restrictions dans le cadre de REACH sur les PFCA à longue chaîne, donc là c'est C9 à C14. Vous avez une grande interdiction universelle donc en Europe qui a été proposée par les 5 États membres que vous avez ci-dessous. Et puis il y a une nouvelle restriction donc qui est rentrée en vigueur sur les PFHXA et une nouvelle restriction qui est attendue sur les PFAS dans les émulseurs. Donc, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Donc, je vous parlais donc de cette interdiction universelle. Donc, en gros, c'est interdire tous les PFAS, hein, donc un champ extrêmement large. On parle, en tout cas, dans cette restriction, 14 secteurs, 78 familles d'applications. Ils utilisent comme élément pour justifier la restriction la persistance. Le cycle de vie, malheureusement, en fait, n'est pas vraiment pris en compte. Donc, la fin de vie n'est pas prise en compte et c'est la raison pour laquelle les fluoropolymères ont été donc inclus dans cette restriction. Et puis, initialement, vous aviez des calendriers d'application extrêmement courts qui faisaient en sorte que, de toutes les façons, c'était vraiment extrêmement difficile de pouvoir appliquer cette restriction. Donc, en France, donc ça c'est le niveau européen. Pour l'instant, que vous sachiez, c'est qu'il y a eu, comme pour toutes les réglementations, une consultation publique. Il y a eu 5600 contributions et donc toutes les 2 comités scientifiques donc de l'Agence européenne pour les produits chimiques doivent regarder toutes les contributions. Et au vu de ça, on ne pense pas que la restriction puisse rentrer en vigueur avant, ou en tout cas soit finie avant, on va dire, 2028-2029, hein, donc, et même 2030. Alors maintenant, au niveau français, on va beaucoup, beaucoup plus vite. Donc, il y a un plan d'action ministériel qui a été publié sur les PFAS. Il est extrêmement bien écrit.
Il détaille vraiment les différents axes de travail et vous avez un tableau de pilotage, donc du plan d'action, avec qui est le responsable, vous avez aussi quel est le calendrier, etc. Alors, tout ceci amène, en tout cas pour nous, donc là, vous avez un site typique donc chimique. Hein. Vous avez tout ce qui touche à l'eau et à l'air, bien sûr, et puis après les déchets. Alors, on a découlé du plan d'action. Vous avez en bas 2 arrêtés ministériels, l'un qui touche à l'eau, donc c'est celui du 20 juin 2023, et après tout ce qui touche au rejet dans l'air des PFAS. Et là, vous avez un arrêté ministériel d'octobre 2024. Donc, dans les 2 cas, l'objectif est vraiment de mesurer la concentration des PFAS dans l'eau, dans l'air, et puis après, vous avez bien sûr au niveau des déchets, ce dont je vous ai parlé avant. Donc, c'est vraiment une gestion rigoureuse des déchets dangereux, donc comme je vous disais, incinération, et puis les autres traitements. Alors après, vous avez la loi PFAS, donc qui vient juste d'être votée, donc en février de cette même année. Cette loi PFAS, donc à 5 articles. Hein. Le premier, c'est l'interdiction à partir du 1er janvier 2026, donc rapidement, donc des fards, des textiles et des cosmétiques. Donc là, pour l'instant, les EPI ne sont pas contenus dans le terme textile. Il va y avoir un décret donc, qui va définir quels sont les PFAS qui doivent être pris en compte et puis aussi la valeur résiduelle à partir duquel, bien sûr, vous devez considérer qu'il y aura une interdiction. Pour nous, ce qui est très important, c'est les rejets PFAS, donc pour les ICPE sous autorisation. Et ils ont mis le terme réduction progressive des rejets à queue pour tendre vers la fin de ces rejets dans 5 ans. Alors, bien sûr, quels sont les PFAS qui seront concernés et quelles seront les modalités de mise en œuvre justement pour tendre vers la fin de ces rejets dans 5 ans. Donc, tout ça va être précisé par décret. Vous avez l'article 3 donc, qui touche vraiment au financement de la dépollution des eaux. Et vous avez également pour nous une grosse problématique donc, qui est la redevance qui est liée au rejet à queue de PFAS. Ce qui est très important, c'est ajouter par les activités. Hein. Donc, ce n'est pas justement l'arrêté ministériel du 20 juin 2023. Vous avez un prélèvement d'eau qui peut contenir des PFAS. Vous avez une mesure dans les rejets à queue et c'est vraiment la différence donc, qui est due aux activités. Et puis, bien sûr, tout ce qui touche aux missions donc des ARS. Donc, pour résumer, on a au niveau international des interdictions, PFOS, PFOA, etc. En Europe, vous avez des restrictions au niveau de REACH et notamment cette énorme restriction sur l'interdiction universelle. Et puis, au niveau français, vous avez donc ce plan d'action qui a amené déjà des arrêtés ministériels et puis cette loi PFAS donc qui doit être précisée dans des décrets qui, a priori, seront publiés fin d'année. Voilà, Christophe. Je ne sais pas si j'ai tenu mes 15 minutes, mais voilà. Merci beaucoup, pour le respect du timing, c'est toujours très agréable pour les organisateurs, et par la présentation très synthétique des enjeux industriels. On comprend bien que ces molécules, pour leurs vertus particulières, ont été utilisées très largement et sont des solutions très largement adoptées, en particulier sur les matériaux qui sont soumis à des stress thermiques ou physiques particuliers. Hein. Et je pense que le secteur de l'alimentaire, évidemment, n'est pas exempt de ce type de matériaux dans ses équipements également. Donc, merci pour cet éclairage. Je renouvelle la suggestion que vous transmettiez vos questions sur le chat
qu'on partagera en fin de session. Nous allons passer maintenant à la session suivante qui donc permet de aborder l'enjeu sanitaire et environnemental. En l'absence de Jean-Louis Sévèque, nous allons vous transmettre ou partager un enregistrement de sa présentation que je vais tenter de lancer à l'instant. Bonjour à toutes et à tous. En premier lieu, je tenais à remercier Mérieux NutriScience de m'avoir proposé de participer à ce webinaire. Invitation acceptée bien volontiers. Je me présente donc Jean-Louis Sévèque, expert indépendant, spécialisé en pollution des sols et des eaux souterraines avec une branche sur la biodiversité. Et c'est d'ailleurs à ce propos que je vous prie de bien vouloir m'excuser de ne pas être des vôtres ce jour et d'avoir enregistré cette présentation. Je suis actuellement à l'étranger pour une réunion plénière du comité scientifique 331 de l'ISO sur la biodiversité. Et il se trouve qu'il existe certaines limitations d'accès au réseau Internet dans ce pays, d'où cette vidéo. Je vais donc vous parler des enjeux sanitaires et environnementaux des PFAS, hein, et en premier lieu, le premier enjeu porte sur les PFAS dits volatiles et sur la qualité de l'air, car tous les PFAS ne sont pas volatiles, mais certains précurseurs et certaines formes à chaîne courte le sont. Nous allons donc explorer les PFAS dans l'air et en particulier les formes volatiles. Ce sujet est, je dois le dire, de plus en plus d'actualité en raison des risques pour la santé humaine et pour l'environnement. Bon, nous allons rapidement couvrir leurs sources, leur comportement dans l'air, les voies d'exposition, les méthodes d'analyse, la situation réglementaire actuelle. Leur volatilité impacte bien évidemment la distribution environnementale et l'exposition humaine. Les connaissances actuelles sur les PFAS dans l'air sont en pleine expansion. Leur transport atmosphérique est facilité par leur volatilité et leur résistance à la dégradation, ce qui leur permet d'être retrouvés loin des sources d'émissions, y compris dans des régions éloignées, voire très éloignées des sources de production. Les PFAS peuvent être présents dans l'air sous deux formes principales, soit liés à des particules, comme les poussières, ou sous forme gazeuse. Les formes particulières peuvent être inhalées et déposées dans l'environnement, tandis que les formes gazeuses sont plus mobiles et peuvent parcourir de très longues distances. Les composés concernés sont principalement les PFAS à faible pression de vapeur, comme les fluorotélomères carboxyliques et les fluorotélomères sulfonoamides, formes les plus susceptibles donc de se retrouver dans la phase gazeuse. Les PFAS à chaîne courte et solubles dans l'eau, eux, vont migrer dans les particules, au cœur des particules d'aérosols gazeux, aqueux, pardon, tandis que les PFAS à chaîne longue, eux, vont s'absorber à la surface des particules d'aérosols. Enfin, nous avons certains précurseurs de PFAS non volatiles, comme les fluoropylomères, qui sont eux en phase gazeuse, où on a aussi des composés de dégradation qui peuvent migrer dans l'air. Pour mémoire, les principales sources atmosphériques des PFAS comprennent les émissions industrielles, notamment les usines produisant ou utilisant des fluoropylomères, l'incinération des déchets contenant des PFAS est aussi une source importante, et des produits comme les sources anti-incendie ou les articles de consommation peuvent également libérer des PFAS dans l'air ambiant. Comme dit précédemment, certains PFAS sont volatiles et voyagent dans l'air. Ils peuvent aussi se transformer en PFAS plus résistants. Certains PFAS ont une volatilité suffisante pour résister à l'état gazeux. Ce sont souvent donc des précurseurs comme les alcools fluorotélomères et le sulfamido-alcool. Et bien qu'ils soient moins persistants que les PFAS classiques, ils peuvent se transformer en substances plus stables et toxiques comme le PFOA ou le PFOS une fois dans l'environnement. Donc, on se retrouve avec des PFAS à faible poids moléculaire, tels que ceux qui sont mentionnés à l'écran, et des précurseurs de PFAS stables. Ces PFAS volatiles peuvent être transportés, donc, comme j'ai déjà dit, sur de très longues distances via les courants atmosphériques. Ils peuvent ainsi atteindre des zones très éloignées des sources d'émissions, comme les régions polaires. Ils se déposent ensuite par les précipitations ou par gravité, contribuant ainsi à la contamination globale de l'environnement. L'inhalation représente la voie d'exposition de plus en plus reconnue, notamment pour les PFAS gazeux ou ceux attachés aux poussières domestiques. Nous avons aujourd'hui des travaux qui sont menés sur ce qu'on appelle les PM2,5 et les PM10, avec cette problématique de polluants transportés par les poussières. À l'intérieur des bâtiments, on va retrouver des PFAS émis par les produits traités, par exemple les moquettes, les textiles ou encore des peintures. L'exposition peut donc être chronique. Le point faible aujourd'hui est que la détection des PFAS dans l'air est un défi technique et technologique car
Les concentrations sont très faibles et les formes chimiques sont très nombreuses. On utilise la spectrométrie de masse couplée à des méthodes d'échantillonnage adaptées qui permet leur analyse. Mais il faut reconnaître que peu de laboratoires sont équipés pour ce type de mesure et donc les données disponibles aujourd'hui restent plutôt rares. À ce jour, il n'existe pas de réglementation, il n'existe pas de normes spécifiques pour les PFAS dans l'air, tant au niveau européen qu'au niveau français. Le règlement REACH encadre certaines substances, mais les seuils d'exposition dans l'air, eux, ne sont pas définis parce que nous n'avons pas de données. Des discussions sont en cours au sein de l'Union européenne pour renforcer la réglementation en lien avec les avancées des connaissances scientifiques. En conclusion, je dirais que les PFAS volatiles jouent un rôle clé dans la dispersion de la pollution environnementale, rôle très probablement sous-estimé. Leur présence dans l'air représente une voie d'exposition, elle aussi très largement sous-estimée. Aussi, il me semble crucial de renforcer la recherche, d'améliorer les méthodes de surveillance et de mettre en place des normes adaptées pour mieux protéger la santé des populations. Abordons maintenant la question des PFAS d'une manière générale. L'Union européenne agit à plusieurs niveaux. D'abord via le règlement REACH, qui encadre les substances chimiques avec déjà plusieurs PFAS dont l'utilisation est restreinte. Vous savez qu'il existe aussi un projet de restriction globale qui a été déposé en 2023 par 5 États membres qui vise à interdire plus de 10 000 PFAS. Ces fameux 5 États membres sont à l'origine de cette proposition. L'interdiction des PFAS sont l'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède et la Norvège. En second lieu, il y a la directive FIS sur l'eau potable qui fixe des seuils stricts pour protéger la santé humaine. Mais j'aurai l'occasion de revenir dessus. Des limites ont aussi été fixées pour la présence des PFAS dans les aliments. C'est un thème qui va être aussi abordé ultérieurement dans le cadre de ce webinaire. Enfin, la stratégie pour la durabilité des produits chimiques dans le cadre du Green Deal prévoit une élimination progressive des PFAS, sauf pour les usages dits essentiels. Et ce concept d'usage essentiel permet de hiérarchiser les utilisations des PFAS selon leur importance sociétale. Et on y distingue 3 catégories. Les PFAS non essentiels, les PFAS essentiels temporaires et les PFAS essentiels. Par exemple, un imperméabilisant pour vêtements de sport n'est pas considéré comme un PFAS essentiel, sauf peut-être pour le sportif qui est dedans. Alors qu'un dispositif médical vital, lui, va être considéré comme essentiel. Cette approche que d'aucuns jugent pragmatique permet de protéger la santé tout en évitant de bloquer des secteurs critiques en attendant que des alternatives à l'utilisation des PFAS soient disponibles. Et c'est exactement ce qui s'est passé en France avec la loi sur l'interdiction des PFAS. Selon le contexte fourni, la loi française sur les PFAS prévoit plusieurs exemptions spécifiques, parmi lesquelles mentionnons les produits destinés aux missions de défense nationale ou de sécurité civile. Les produits tels que ceux utilisés par l'armée ou les pompiers sont exemptés de l'interdiction, mais aussi les ustensiles de cuisine. Les poêles et autres ustensiles de cuisine contenant du PTFE, un PFAS, ne seront pas concernés par l'interdiction, notamment en raison de l'intervention de l'industrie avec un lobbying très fort pour empêcher l'interdiction d'utilisation de ces produits-là au niveau des ustensiles de cuisine. L'eau potable est aussi un bon exemple d'application du principe d'usage essentiel. Bien évidemment, on ne met pas directement des PFAS dans l'eau, mais ils sont parfois utilisés dans les membranes de traitement des eaux usées ou les équipements des canalisations. Ces membranes fluorées souvent permettent de retirer efficacement les PFAS dans l'eau. Et aujourd'hui, il n'existe pas encore d'alternative aussi performante, et c'est pourquoi cet usage d'utilisation des membranes avec PFAS est considéré comme un usage essentiel, alors essentiel ou essentiel temporaire. On l'a dit, je l'ai dit, tout le monde le dit, les PFAS sont des composés chimiques très persistants, largement utilisés dans l'industrie et présents dans de nombreux produits de consommation courante. Leur présence dans les eaux destinées à la consommation humaine, qu'on appelle aussi les EDCH, soulève d'importants enjeux sanitaires. On l'a dit aussi, les PFAS sont qualifiés de polluants éternels en raison de leur extrême persistance dans l'environnement. Ils vont contaminer l'eau, les sols, l'air, la faune, la flore et l'être humain, notamment via l'eau potable et l'alimentation. Les principales contaminations des EDCH sont les rejets industriels, l'industrie électronique, les mousses anti-feu, les cosmétiques, les emballages alimentaires, etc., mais aussi les stations d'épuration et l'utilisation des mousses anti-incendie à proximité des aéroports ou des sites industriels. Concernant les effets sanitaires connus ou suspectés, les PFAS sont associés à divers effets sanitaires préoccupants, notamment les cancers, cancer du rein et cancer des testicules, des troubles hormonaux et des perturbations endocriniennes, une baisse de la fertilité, un affaiblissement du système immunitaire, des maladies thyroïdiennes et hépatiques. Et on le sait, certains PFAS, comme le PFOA et le PFO, sont classés cancérogènes ou suspectés de l'être, et sont également soupçonnés d'agir comme des perturbateurs endocriniens.
Leur capacité à s'accumuler dans l'organisme et dans la chaîne alimentaire accentue le risque d'exposition chronique, même à faible dose. Et je vous rappelle qu'à partir de janvier 2026, la recherche des 20 PFAS sera obligatoire dans le contrôle sanitaire de routine des EDCH par les agences régionales de santé. En cas de dépassement des seuils, des mesures immédiates seront prévues. Information des autorités, enquêtes, recommandations à la population, notamment les populations sensibles, et réduction des émissions industrielles si nécessaire. Il faut avouer que les connaissances aujourd'hui sont encore lacunaires et si la toxicité de certains PFAS est bien documentée, les effets sanitaires de la majorité de ces produits restent à préciser. Des travaux sont en cours au niveau de l'ANSES, de la Haute Autorité de Santé, du Haut Conseil de la Santé publique, de l'OMS, pour affiner les connaissances et établir des valeurs guides sanitaires plus robustes. L'évolution des connaissances scientifiques permet d'ailleurs d'adapter les mesures de gestion et d'améliorer la protection des populations. Le Haut Conseil de la santé publique rappelle que l'exposition au PFAS est associée à de nombreux effets sur la santé, et ces substances peuvent perturber le système hormonal, affecter le développement des enfants et nuire au fonctionnement du foie, des reins ou du système immunitaire. De plus, elles présentent un potentiel cancérogène. Leur accumulation dans l'organisme est d'autant plus préoccupante qu'elles sont éliminées très lentement. La demi-vie des PFAS dans l'organisme humain est relativement longue. Les PFAS ne sont pas seulement un problème sanitaire, leur dissémination dans l'environnement, notamment dans les eaux souterraines et dans les eaux de surface, est massive et durable. Les principales sources, on l'a dit, sont industrielles, mais aussi liées à l'utilisation de certaines mousses anti-incendie et au traitement des boues de stations d'épuration. Et la difficulté de les éliminer les rend particulièrement préoccupants pour la qualité de l'eau. Face à ces enjeux, la réglementation évolue et la directive européenne sur l'eau potable fixe des limites pour les PFAS, telles que celles que vous voyez actuellement à l'écran, qui seront applicables partir du 1er janvier 2026. Et la France, elle, a décidé d'anticiper certaines mesures et l'applicabilité est effective depuis le 1er janvier 2023. Toutefois, on s'est aperçu que la mise en œuvre pratique reste très inégale selon les territoires et il s'agit d'un cadre évolutif qui va nécessiter un renforcement des moyens de contrôle. Le niveau des risques sanitaires environnementaux ne sont pas identiques pour toutes les molécules classées PFAS, ni pour les produits solides, liquides ou gazeux auxquels ils contribuent. Cette complexité conduit à des amalgames et à des confusions. Il est donc absolument nécessaire de rendre facilement accessible une information compréhensible et objective sur les PFAS, estimés les plus à risque, ainsi que sur les produits et principales sources d'émissions et d'exposition jugées à risque. Une veille scientifique et technique doit être réalisée sur les méthodes d'échantillonnage et d'analyse alternatives afin de déterminer l'importance de leurs recommandations d'usage si le bénéfice en était objectivement validé. Il est alors indispensable de conduire dans les meilleurs délais les travaux de normalisation permettant au laboratoire d'obtenir des résultats comparables. Selon les cibles couvertes par les méthodes, il peut être nécessaire d'élaborer de nouvelles valeurs de gestion associées. En complément des acquisitions des données sur les eaux de distribution, il est indispensable de publier le plus rapidement possible des niveaux de concentration en PFAS cibles et autres polluants émergents, je pense notamment aux microplastiques, détectés dans les eaux conditionnées, commercialisées, ainsi que dans toutes les autres boissons. Une synthèse nationale trimestrielle devrait être réalisée concernant les données PFAS dans les ressources en eau qui servent à la production des EDCH, dans les EDCH eux-mêmes avec des non-conformités et la définition de niveau de contamination constituant un bruit de front anthropique, et dans les eaux minérales naturelles à usage de boisson. Ces éléments doivent viser à déterminer les zones et les territoires à risque prioritaire. Il importe de déterminer avec précision la part de l'exposition au PFAS attribuable aux EDCH et aux eaux minérales naturelles à usage de boisson de la population française. Il est aussi indispensable de rapidement mieux appréhender les sources d'exposition au PFAS. Le Haut Conseil à la santé publique recommande, en complément de la limite de qualité de 100 nanogrammes par litre pour la somme des concentrations des 20 PFAS issus de la directive eau potable, et dans l'attente de propositions de valeurs toxicologiques de référence avec d'éventuelles propositions d'élaboration de valeurs guides de référence par l'ANSES, de retenir en plus une valeur seuil provisoire de 20 nanogrammes par litre pour la somme des concentrations des 4 PFAS suivants, PFOA, PFOS, PFNA et PFHXS, dans les EDCH et dans les eaux minérales naturelles à usage de boisson. Je vous ai donné pour comparaison les valeurs qui ont été retenues par d'autres pays. En Belgique, que ce soit en région de Bruxelles ou en Flandre, la valeur retenue pour ces 4 PFAS est de 4 nanogrammes par litre. Aux Pays-Bas, elle est de 4,4, tandis qu'en République tchèque, elle est de 10. Je vous invite à aller lire l'avis du Haut Conseil de la santé publique expliquant pourquoi cette valeur de 20 a été retenue en attendant d'avoir ces valeurs guides de référence de l'ANSES
L'objectif étant d'éviter de pénaliser les producteurs d'eau potable dans le futur. Considérant aussi, point important, la variabilité des méthodes d'analyse, il a été proposé d'intégrer dans les décisions de gestion une incertitude élargie sur les concentrations mesurées à environ 30%. Dans le cas des premières alertes de dépassement des valeurs limites seuil, des fameux 100 nanogrammes par litre pour la somme des 20 PFAS et ou des 20 nanogrammes litres pour la somme des 4 PFAS cibles, la confirmation doit être établie par un suivi renforcé minimum de 4 mois sur 2 saisons avec une fréquence d'échantillonnage tous les 15 jours. Si la médiane des résultats du suivi dépasse une des deux valeurs précédemment mentionnées, le dépassement est confirmé et des mesures de gestion adaptées doivent être mises en œuvre dans l'attente d'un retour rapide à la conformité avec information des populations. Ces mesures mises en œuvre peuvent être soit l'installation de systèmes de traitement par charbon actif, mais peuvent être aussi, dans les cas limites, une distribution d'eau auprès des populations si les eaux distribuées au robinet ne sont plus potables. Pour les situations locales où une pollution particulière et significative de l'eau est détectée et qui concerne une autre molécule que celle qui est prévue dans la liste des 20 PFAS, puisque on sait aujourd'hui que les laboratoires proposent des analyses largement plus complètes que la liste des 20, on va demander une évaluation des risques avec élaboration d'une valeur sanitaire de gestion en urgence qui doit être faite auprès de l'ANSES. Alors, je voulais quand même mentionner le cas particulier de l'acide trifluoroacétique, dit TFA, qui est un composé organofluoré, qui pendant longtemps a posé la question de savoir s'il appartenait à la vaste famille des substances per- et polyfluoroalkylées, ce qui est le cas selon l'OCDE. Alors, ce produit est principalement formé par la dégradation atmosphérique des précurseurs fluorés, et il est utilisé aussi comme réactif ou solvant dans l'industrie chimique et pharmaceutique. Sa présence a également été observée dans certaines formulations phytosanitaires. Il est très persistant, classé parmi les PFAS ultra courts, avec seulement 2 carbone. Il a un faible potentiel de sorption et passe facilement des sols aux eaux. Aujourd'hui, il n'existe pas de traitement efficace à grande échelle dans les filières d'eau potable classiques. Il résiste à l'absorption, à l'oxydation et à la biodégradation. Il est détecté dans de nombreuses eaux souterraines dans les eaux traitées. Ainsi, en France, il n'y a pas de données dans la base NAIAD relative aux eaux de surface, mais il fait cependant l'objet d'un suivi spécifique à l'aval de certains sites industriels comme celui de Salindre dans l'Occitanie. Mentionnons qu'en Suisse, il a été estimé un apport de 96% du TFA par les précipitations atmosphériques et de 4% seulement par les rejets des stations d'assainissement, avec des moyennes de 87 nanogrammes litres sont observées dans les rivières étudiées. En Allemagne, le TFA est détecté dans le Rhin et dans d'autres eaux de surface, ainsi que dans les eaux souterraines et dans les EDCH, avec des concentrations dans un intervalle variant de 0,5 à 3 microgrammes litres, c'est-à-dire 3000 nanogrammes. Des concentrations maximales jusqu'à 7000 nanogrammes litres ont été détectées dans certaines petites rivières et peuvent atteindre jusqu'à 5000 nanogrammes litres dans les eaux souterraines. Des concentrations maximales de TFA ont été mesurées à plus de 80 000 nanogrammes litres en aval d'un rejet industriel dans le nectar et jusqu'à 40 000 nanogrammes litres à une distance de 90 km du rejet à hauteur de Mannheim. Le TFA n'est pas encore réglementé spécifiquement à l'échelle européenne, mais il est surveillé très étroitement dans le cadre des groupes PFAS. Sa détection est facilitée aujourd'hui par sa stabilité et sa faible masse molaire. Il est analysé par LCMSMS en mode acide faible. Sa toxicité aiguë est faible, mais sa toxicité chronique n'est pas encore caractérisée, d'où le questionnement. Et son extrême mobilité et sa persistance soulèvent des préoccupations croissantes. En conclusion, je dirais que l'identification de concentrations mesurables de PFAS dans les eaux destinées à consommation humaine souligne l'urgence d'intégrer ces substances dans les politiques de gestion du risque sanitaire et de protection des ressources en eau. En cohérence avec les exigences de la directive européenne de 2020, numéro 2124 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, et dans la perspective de l'application du seuil de 100 nanogrammes pour la somme des 20 PFAS prioritaires, il est aujourd'hui essentiel de renforcer les dispositifs de surveillance analytics, d'analyse ciblée et non ciblée et de traitement à l'échelle des installations potables. La complexité physico-chimique des PFAS, leur mobilité, leur persistance et leur capacité de bioaccumulation imposent une réponse multidimensionnelle. Amélioration des outils de caractérisation, développement de technologies de traitement avancées, charbon actif, résine échangeuse de... Bonjour, désolé pour l'interruption de
de la présentation. Nous remercions Jean-Louis pour sa présentation distancielle, très nourrie par son expertise qu'il partage dans ses comités au niveau national et international. N'hésitez pas à poser les questions nécessaires pour éclaircir les points. Jean-Louis n'est pas là pour la séance de questions, mais on lui transmettra les questions qui n'auraient pas réponse en fin de session. Le contexte industriel global étant posé et les enjeux environnementaux définis, nous souhaitons partager maintenant la vision au niveau de la filière alimentaire et qui est éminemment complexe. Donc, je passe la main à Louis pour permettre d'avoir un partage de sa vision sur les enjeux de la filière alimentaire et comment permettre de le maîtriser. Louis, je te passe la main. Ce que je vous propose, c'est que je vais commencer à présenter les slides d'introduction de Louis, le temps que le son se restaure. Tu me restaurer le son? Oui. Louis, je te laisse restaurer le son en échange chat avec Elodie. Désolé de cet incident technique. Donc, on va aborder l'aspect des réglementations. Louis, on ne t'entend pas. Et on va tout d'abord aborder le fait des différentes pressions sur la santé humaine. De nombreuses études montrent effectivement l'imprégnation des populations par les PFAS et qui amène à des contaminations dès le plus jeune âge. Ça a été évoqué par Jean-Louis, les effets en tant que perturbateurs endocriniens. Donc, effectivement, les PFAS sont largement étudiés sur les enfants et les populations des enfants et avec l'influence de l'allaitement et de la transmission materno-fétale avec l'alimentation par allaitement maternel. Donc, il y a évidemment des guidelines qui sont établis par l'EFSA pour limiter l'impact de ces contaminations sur les enfants de bas âge. Alors, une des clés de des PFAS est la biotransformation de ces molécules et leur concentration, donc la biodégradation des PFAS avec des chaînes plus courtes, comme évoqué, et la concentration sur les différents productions d'origine animale tout au long de la filière, avec des durées de transformation au niveau de l'environnement qu'on voit estimées à plusieurs jours dans le cadre des études qui permettent de générer effectivement des formes de dégradation elles-mêmes bioaccumulables. Donc, du cycle de contamination, si on peut le résumer par rapport à l'impact alimentaire, relève des sources industrielles évoquées en amont par Joséphine et qui donc peuvent, via l'émission, les sols, l'eau, contaminer les productions d'origine végétale, mais également animale, avec la notion de bioaccumulation de ces substances au niveau des animaux et des denrées d'origine animale. Le processus est très identique à d'autres, on le voit sur les métaux lourds, on le voit sur les dioxines et autres. Donc c'est un phénomène qui n'est pas exclusif, mais particulièrement critique vu la diversité et la pérennité de ces contaminants.
Et ensuite, les produits alimentaires eux-mêmes finissent contaminés, soit du fait des matières premières, soit du packaging, soit des contacts avec des matériaux potentiellement relarguant ces PFAS. Donc, il y a ensuite des bioaccumulations. Est-ce que mon ami Louis a réussi à reprendre la main et à se reconnecter? Mais a priori pas. Donc, dans la foulée du cortège réglementaire général, le règlement 2022 2388, qui a modifié le 23 915, concerne et présente des taux maximum de PFAS avec 4 PFAS cibles et la somme sur les denrées d'origine alimentaire que vous voyez, que ce soit les œufs, les produits de la pêche, les de chair de poisson, bien sûr, mais également viande, abats et gibier. Donc, un des points essentiels, c'est que ces produits ne doivent pas être mis sur le marché s'ils dépassent ces valeurs et donc permettent de screener les substances susceptibles d'être mises sur le marché et d'être saines au sens du règlement du paquet hygiène. Louis est-il revenu avec nous? Toujours pas. Donc, je continue la présentation et je vous prie de m'excuser puisque je suis pas l'auteur de ces slides. Donc, les mesures de maîtrise et de contrôle, je crois qu'il est intéressant de comprendre que cette maîtrise, elle passe par une compréhension de la contamination le long de la chaîne alimentaire et on comprend bien le rôle de l'alimentation animale. Et donc, très tôt, le BFR a établi des valeurs cibles pour pouvoir coordonner les concentrations évaluables dans l'alimentation animale pour garantir la qualité des productions d'origine animale. Et donc, ces recommandations aujourd'hui sont disponibles avec des valeurs indicatives qui sont transcrites. Ce ne sont pas des valeurs réglementaires, mais bien des valeurs de recommandation. On verra l'importance dans l'interprétation. Il y a également des travaux pour essayer d'identifier des indicateurs et une étude a été faite en particulier sur le plasma des bovins prélevés juste avant l'abattage, qui permet de prédire de façon fiable le taux résiduel des PFAS dans les denrées d'origine animale issus en particulier viande, foie et rein qui a été pris donc ça donne également des perspectives pour peut-être faire des évaluations en amont avant de tester les denrées d'origine animale mises sur le marché. Un cas également en lien avec un bisphénol d'une certaine structure, le bisphénol AF, qui est donc également un PFAS. Donc, ce sont dans la multitude des molécules qui ont ces groupements fluorés, comme on le voit sur la droite, et qui relèvent de la logique des PFAS. Louis, on t'entend toujours pas. Donc, le rôle dans les matériaux au contact des aliments est très important également, que ce soit sur le packaging ou les matériaux sur les lignes de production. Et on va distinguer les PFAS qui sont ajoutés volontairement en tant que molécules dans la formulation, soit des matériaux d'emballage, soit des matériaux contact en production. Mais on voit qu'une bonne partie de ces PFAS sont ajoutés involontairement, étant des molécules de dégradation en lien avec les réactions chimiques de la production, voire de l'utilisation. Donc, c'est intéressant de voir que couvrir la problématique des PFAS au sens large sur les matériaux au contact des aliments doit aller jusqu'à la détection des substances ajoutées involontairement, les fameux NIAS dont on parle de plus en plus, avec la diversité des molécules issues de la transformation initiale.
Un point également sur les plans de contrôle tels qu'ils sont développés par DGL et des DGCCRF en France. Donc, le règlement sur l'application, mais également sur des produits dits émergents qui ne sont pas aujourd'hui réglementés, mais sur lesquels, à l'évidence, soit parce que alimentation particulière pour les bébés et les nourrissons, soit parce qu'on est en amont sur la filière végétale, le recueil de données doit permettre d'évaluer la pression PFAS sur ces différentes molécules. Louis, je te recommande de te connecter par téléphone si tu peux, puisque pour la séance de questions, on va avoir besoin de toi. On a besoin de toi pour la présentation, mais on a aussi besoin de toi pour la partie questions. Donc, déjà mentionné le plan d'action interministériel, également avec un axe sur les matériaux contact avec papier et carton, et les fameuses poêles anti-adhésives dont on a parlé par ailleurs par rapport au timing. Un point sur les règles d'échantillonnage et d'interprétation en cas de positivité. Donc, il est clair que des règles d'échantillonnage sont définies de façon très précise par ce règlement 20, 22, 14, 28, avec les notions de l'eau, sous l'eau et d'échantillons, et qu'en fonction de la construction des lots et sous l'eau en vrac ou en emballage, des règles d'échantillonnage sont effectuées pour avoir des échantillonnages représentatifs, qui fait que la préparation de sub-échantillons permet d'avoir un échantillon représentatif de la production en fonction de ces grilles de lecture et d'échantillonnage, et que un point très important sont les précautions à prendre pour éviter la recontamination des échantillons. Et donc, un certain nombre de substances sont à proscrire, donc seul le polyéthylène et le polypropylène sont à prendre en considération, avec des précautions toutes particulières sur les gants ne devant pas contenir de PFAS. Ce serait ballot de contaminer l'échantillon au moment du prélèvement, et de prendre des précautions sur l'absence d'utilisation de produits cosmétiques. Je vous rappelle la volatilité de ces substances, donc pouvant avoir des contaminations générant des faux positifs sur les produits. Que faire de ces résultats aujourd'hui? Donc, lorsqu'il s'agit de recommandations, les règles sont de générer la notion de produits dangereux et de retrait-rappel à partir du dépassement de 2 fois la valeur indicative. Donc là, on parle des substances non encore réglementées, mais avec des recommandations. On en a parlé tout à l'heure sur l'alimentation animale. Là, il y en a qui sont publiées sur des denrées d'origine végétale et les fameux alimentations pour bébés. Et on peut prendre en compte cette interprétation sur le plan de contrôle de l'administration. C'est ce qui sera fait s'il y a des dépassements majeurs. Il y a également les dernières notifications qui ont pu être faites. Donc, on voit quelques remontées, effectivement, sur des résultats qui sont de l'ordre de 2 fois la valeur recommandée, effectivement. Donc, de l'ordre de 0,04 microgrammes par kilo pour une valeur guide à 0,02. Un point sur les méthodes analytiques et les points qui sont partagés. Donc, les méthodes sont aujourd'hui publiées. Merrion Nutricient a développé depuis de nombreuses années ces méthodes accréditées sur l'ensemble des matrices, avec des enjeux en particulier de substances interférentes pouvant générer des faux positifs, donc qui permettent d'écarter ces faux positifs, en particulier sur les matrices œufs et abats. Donc l'application de ces méthodes spécifiques sur un certain nombre de ces molécules. Et là, je laisserai
mon ami Louis revenir vers nous, je l'espère. Alors, la conclusion de cette présentation, c'est que effectivement, les denrées alimentaires sont un des vecteurs majeurs de la contamination humaine aujourd'hui et que c'est pour cela que des réglementations ont été mises en œuvre contraignant les filières pour travailler à une réduction de l'impact de ces substances. Et qu'elles sont prises en compte dans le cadre du guide des alertes, que ce soit sur les valeurs réglementaires ou sur les valeurs recommandées. Les emballages alimentaires sont très directement concernés également. Les mesures de maîtrise et de contrôle sont tournées sur matériaux, contact, usines et emballages, mais également tout le travail sur les filières, partant le plus en amont des terres agricoles, des denrées végétales issues de l'alimentation animale et des denrées d'origine animale elles-mêmes, que ce soit par contamination environnementale ou par le procédé s'il existe. Aujourd'hui, la pression est mise sur les filières avec des plans de contrôle, comme vous l'avez vu, sur du réglementé, mais également sur des émergents avec des valeurs cibles de recommandation. Et aujourd'hui, sont à disposition un certain nombre de méthodes qui couvrent pour les différentes matrices. Et là aussi, on parle alimentaire, mais on parle des rejets avec un travail et des analyses reconnues également dans ce domaine, disponibles pour les professionnels dans le cadre de leur plan de contrôle, soit pour évaluer leurs approvisionnements, leurs matériaux, soit pour vérifier la bonne application des recommandations et des cahiers des charges par leurs fournisseurs. Alors, je vous remercie. Je suis désolé de l'incident technique. Je vous rassure, on avait fait le test avec mon ami Louis 2 minutes avant. Ça marchait 2 minutes avant. Donc, on va essayer.